Je suis allé visiter le nouvel appartement de mon fils et je lui ai apporté un cadeau. Il a ouvert la porte, a jeté le paquet par terre et a crié « Sors d'ici, ta place est à la décharge, pas chez moi ». J'ai tourné le dos sans pleurer. J'ai seulement murmuré « Très bien, mon fils ». Quelques minutes plus tard, un homme en costume noir a sonné à sa porte avec une mallette à la main. Quand mon fils a ouvert les documents et vu mon nom, il est devenu blanc comme un linge. Quand j'ai sonné à cet appartement du 16e arrondissement, je ne savais pas encore que ma vie allait changer pour toujours. Je tenais dans mes mains un paquet soigneusement emballé, avec un papier cadeau simple que j'avais moi-même décoré d'un ruban rouge récupéré du Noël précédent. À l'intérieur, un set de serviettes que j'avais brodé à la main pendant 3 mois, point par point, avec les initiales G et L entrelacées. Mes mains me faisaient encore mal des piqûres d'aiguilles, mais je m'en moquais. C'était pour mon fils, c'était pour mon Lucien. L'interphone a grésillé, et une voix féminine, aiguë et agacée, a répondu sans même demander qui c'était. Montez. Ni bonjour, ni rien. J'ai avalé ma salive et je suis entré. L'ascenseur sentait le produit de nettoyage de luxe, ce parfum artificiel de lavande qui reste dans la gorge. Je suis monté jusqu'au 10e étage, le cœur serré. Cela faisait 2 mois que mon fils ne répondait plus à mes appels. 2 mois que j'envoyais des messages et que je ne voyais qu'un seul crochet. 2 mois que je dormais en serrant mon oreiller, me demandant ce que j'avais fait de mal. La porte s'est ouverte avant même que je sonne. Lucien était là, bras croisés, portant une chemise blanche parfaitement repassée et un pantalon de costume. Il avait changé, les cheveux coupés différemment, plus moderne, plus distant. Ses yeux ne m'ont pas regardé. Ils ont regardé le paquet dans ma main, le papier cadeau simple, le ruban que j'avais noué avec tant d'amour. Et j'ai vu le dégoût sur le visage de mon propre fils. « Qu'est-ce que tu fais ici, mère ?» Sa voix était glaciale. Ce n'était plus la voix du petit garçon que j'avais bercé. Ce n'était plus la voix du jeune homme qui avait pleuré sur mon épaule quand son père était mort. C'était la voix d'un étranger. Un étranger qui me regardait comme si j'étais une tache sur le mur blanc immaculé de son nouvel appartement. « Je t'ai apporté un cadeau, mon fils, pour vous, pour la nouvelle maison. » J'ai tendu le paquet en souriant, essayant de cacher le tremblement de ma voix. Lucien n'a pas bougé. Il a seulement regardé le paquet comme s'il était contaminé. C'est alors qu'elle est apparue. Élise Moreau, ma belle-fille, 29 ans, cheveux lisses et brillants qui devaient coûter une fortune à entretenir, robe beige en lin, sandales à talons fins, ongles parfaits peints en nude. Elle s'est approchée lentement, avec cette démarche de quelqu'un qui sait qu'on l'observe, et s'est arrêtée à côté de son mari. Elle m'a regardé de haut en bas. Mes vêtements simples, mon vieux sac en cuir synthétique, mes chaussures confortables de femme mûre, et elle a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Lucien, tu ne m'avais pas dit que ta mère venait aujourd'hui ?» Sa voix était douce, mais pleine de venin et de mépris. « Elle n'était pas invitée, » a répondu mon fils, regardant toujours le paquet dans ma main. J'ai senti mon estomac se retourner. Le sol a vacillé sous mes pieds, mais j'ai insisté, car une mère insiste. Une mère n'abandonne pas. Mon fils, je voulais seulement te voir. Cela fait si longtemps, et j'ai fait ça pour vous avec tant d'amour. De l'amour ? Élise a laissé échapper un petit rire. Madame Beaumont, vous n'aviez pas besoin de vous donner cette peine. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous achetons tout dans des boutiques de luxe, des articles importés. Nous n'avons pas besoin d'artisanat. Le mot est sorti de sa bouche comme un crachat. Artisanat. Comme si le travail de mes mains ne valait rien. Comme si les nuits blanches passées à broder ses initiales étaient une insulte. Élise, s'il te plaît. J'ai essayé de garder une voix ferme, mais elle tremblait déjà. Je voulais seulement... Vous vouliez seulement quoi, Madame Beaumont? Venir ici sans prévenir, sans être invité, en pensant que vous avez encore une place dans la vie de Lucien. Vous devez comprendre une chose. Il a une nouvelle vie maintenant. Une vie qui n'inclut pas les visites inopportunes. Lucien n'a rien dit. Il est resté là, immobile, regardant le sol. Lâche. Mon fils était lâche, laissant cette femme me parler ainsi sans bouger un muscle pour me défendre. Lucien? Ma voix est sortie basse, presque un murmure. Tu vas la laisser me parler comme ça? Il m'a enfin regardé, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a brisé en deux. Je n'y ai vu ni amour, ni culpabilité. J'y ai vu de l'impatience, de l'irritation, comme si j'étais un problème qu'il devait régler rapidement pour retourner à sa vie parfaite. Mère, Élise a raison. Tu ne peux pas continuer à venir ici sans prévenir. C'est une violation de notre vie privée. Nous avons une routine, nous avons des engagements.
Nous ne pouvons pas te recevoir tout le temps. Tout le temps. Je n'étais pas venu depuis 2 mois, et il parlait comme si j'étais une visiteuse gênante qui sonnait à sa porte tous les jours. Mon fils, je suis ta mère. Je t'ai élevé seul après la mort de ton père. J'ai travaillé comme une forcenée pour que tu ne manques de rien. Nous le savons, Madame Beaumont, m'a coupé Élise en levant la main avec ennui. Vous avez raconté cette histoire 1000 fois, mais Lucien est adulte maintenant. Il n'a plus besoin de vous. Il m'a, moi. Nous avons notre vie. Et franchement, votre présence ici nous met mal à l'aise. Mal à l'aise. Ce mot a résonné dans ma tête comme un coup de feu. J'embarrassais mon propre fils. Moi qui avais nettoyé les sols d'hôpitaux pour payer son école privée. Moi qui avais vendu les bijoux que son père m'avait offerts pour payer sa remise de diplôme. Moi qui avais eu faim pour qu'il mange. J'embarrassais. Lucien, ma voix était maintenant rauque. Les larmes commençaient à brûler mes yeux, mais je luttais pour ne pas les laisser couler. Tu es d'accord avec ça? Tu penses que je t'embarrasse? Il a soupiré. Un soupir fatigué, impatient, comme si j'étais une enfant capricieuse qui ne comprenait pas un non. Mère, tu dois comprendre que les choses ont changé. Je suis marié, j'ai une épouse et Élise vient d'un milieu différent. Une famille qui a des standards, et tu ne corresponds pas à ces standards. Je ne correspondais pas. Je ne correspondais pas parce que je n'avais pas d'argent pour acheter des vêtements de marque. Je ne correspondais pas parce que je ne fréquentais pas les restaurants chics. Je ne correspondais pas parce que toute ma vie avait été travail, sueur et sacrifice pour donner tout à un fils qui maintenant me regardait comme une honte. Alors c'est ça. Ma voix était plus ferme maintenant car la douleur se transformait en autre chose, de la colère, une colère froide. Tu es en train de me dire que je ne suis plus bonne à rien, que je suis une honte pour toi? Élise a croisé les bras avec un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Lucien est resté silencieux quelques secondes, puis a dit « Mère, ce n'est pas que tu sois une honte, c'est que tu es déplacée. Tu ne comprends pas le monde dans lequel nous vivons maintenant. Et venir ici, apporter des petits cadeaux faits main, vouloir participer à notre vie, ça ne fait que déranger. Petits cadeaux faits main. » J'ai regardé le paquet dans ma main, les serviettes que j'avais brodées, les initiales faites avec amour, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement mon cœur, c'était l'illusion. L'illusion que mon fils était encore mon fils. J'ai compris. J'ai parlé en ravalant mes larmes. Alors je m'en vais. Mais avant, j'ai tendu le paquet une dernière fois. Prends-le. C'est pour toi. Je l'ai fait pour toi. Lucien a regardé le paquet, puis Élise qui a levé les yeux au ciel. Et alors mon fils a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, même en 1 million d'années. Il a arraché le paquet de ma main avec force, l'a jeté par terre avec violence et a crié « Sors d'ici, ta place est à la décharge, pas chez moi ». Le cri a résonné dans le couloir. Le paquet s'est ouvert en tombant. Les serviettes blanches se sont éparpillées sur le sol froid de marbre, taché par la semelle de ses chaussures. J'ai regardé cela, mon travail piétiné, mon amour jeté comme des ordures. Et puis j'ai regardé mon fils. Élise souriait ouvertement maintenant. Elle savourait mon humiliation. Lucien était essoufflé, rouge, les poings serrés, comme si j'étais la coupable. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je n'ai pas pleuré. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Je ne le lui donnerai pas à elle. J'ai respiré profondément, pris mon sac et tourné le dos. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur la tête haute, les jambes tremblantes mais fermes. Quand les portes se sont refermées, j'ai entendu le rire d'Élise résonner dans le couloir. Je suis descendu jusqu'au rez-de-chaussée en retenant mes larmes. J'ai traversé le hall, passé devant le concierge qui m'a regardé avec pitié. Je suis monté dans ma vieille Peugeot 2010 et j'ai conduit. J'ai roulé dans les rues de Paris sans destination, en pilotage automatique. Les larmes ont commencé à couler, trempant mon chemisier. Je ne pouvais pas les arrêter. La douleur était physique. C'était comme si on m'avait arraché un morceau de moi-même et jeté à la poubelle, car c'était exactement ce que mon fils avait fait. Je suis arrivé chez moi, dans mon appartement modeste du 20e arrondissement, et j'ai fermé la porte à clé. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis allé dans ma chambre. Je me suis jeté sur le lit et j'ai craqué. J'ai pleuré pendant des heures, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps entier me fasse mal. Et quand je n'ai plus pu pleurer, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Sophie. « Allô ?» Sa voix était ensommeillée. Il était plus de 23 heures. « Sophie !» Ma voix était brisée. « J'ai besoin de toi. » Elle n'a pas posé de questions. Elle a seulement dit « J'arrive ».
20 minutes plus tard, Sophie était à ma porte. Ma meilleure amie depuis 40 ans, ma sœur de cœur, est entrée, m'a serré fort dans ses bras et a seulement dit « Raconte-moi tout ». Je lui ai tout raconté, chaque mot, chaque regard, chaque cri. Quand j'ai terminé, Sophie avait les yeux pleins de larmes elle aussi. Elle a pris mes mains, les a serrées fort et a dit « Geneviève, tu ne mérites pas ça. Ce garçon a oublié qui tu es, d'où il vient. Mais ne t'inquiète pas, il s'en souviendra. La vie enseigne. Et quand elle enseignera, ça fera mal. » Nous avons passé la nuit entière à parler. Sophie a fait du thé, m'a couverte d'une couverture et est restée à mes côtés jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, elle était encore là, dormant dans le fauteuil à côté de mon lit. Je l'ai regardée et j'ai ressenti de la gratitude, car Sophie était la famille que j'avais choisie, pas celle qui m'avait trahi. Les jours suivants, je n'ai pas pu faire grand-chose. J'existais seulement. Je regardais les murs de mon appartement et je repassais toute ma vie. Je me suis souvenu de quand j'avais rencontré le père de Lucien. Je me suis souvenu de quand nous avions tout construit à partir de rien. Je me suis souvenu de quand il était mort en laissant des dettes. J'avais tout assumé seul. J'avais tout payé. J'avais travaillé à 2 emplois, fait des ménages, tout ce qu'il fallait pour que mon fils ne manque de rien. Et j'avais élevé un monstre. J'avais élevé un homme faible, qui avait troqué sa propre mère contre une femme riche et arrogante. Je me suis souvenu du mariage de Lucien, il y a 3 ans. Élise ne m'avait même pas invité à choisir la robe, ni à donner mon avis sur le menu, ni à rien. J'étais traité comme une employée, à la fête de mon propre fils. On m'avait placé à une table dans un coin, loin de la table principale. J'avais mangé seul pendant que Lucien et Élise riaient avec ses amis riches. Ce jour-là, j'avais avalé l'humiliation et fait semblant que tout allait bien, parce qu'une mère avale, parce qu'une mère supporte. Mais cette nuit-là, après avoir été jeté comme une ordure, quelque chose en moi s'est brisé. Et quand ça s'est brisé, une autre Geneviève est née. Une Geneviève qui n'accepterait plus les miettes d'amour. Une Geneviève qui allait montrer à ce fils ingrat qu'il avait vraiment méprisé. Le 5e jour après l'humiliation, j'ai pris une décision. Je me suis levé, j'ai pris une douche, je me suis préparé. Je suis allé chez la coiffeuse du quartier et j'ai dit « Je veux couper mes cheveux, je veux changer ». Elle m'a regardé avec gentillesse et a dit « Changement extérieur ou intérieur, Geneviève ?» J'ai souri. Les deux, j'ai coupé mes cheveux aux épaules, fait des mèches discrètes, peint mes ongles en rouge. Je suis sorti de là en me sentant une autre femme. Je suis passé dans une boutique et j'ai acheté de nouveaux vêtements. Rien d'extravagant, mais de belles pièces qui me faisaient me sentir bien. Belle à nouveau. Je suis retourné à la salle de sport que j'avais abandonnée depuis des mois. J'ai commencé à marcher tous les matins au parc. Je me regardais dans le miroir et je voyais une femme qui s'était perdue en essayant de plaire à ceux qui ne le méritaient pas. J'ai arrêté d'appeler Lucien. J'ai arrêté d'envoyer des messages. J'ai arrêté de vérifier s'il les avait lus. J'ai arrêté de supplier de l'attention et plus je m'éloignais, plus je retrouvais ma force. Sophie m'emmenait déjeuner dehors, au cinéma, chez elle. Je riais à nouveau. Je respirais à nouveau. J'ai rencontré d'autres dames au parc. J'ai fait de nouvelles amies. J'ai commencé à vivre et, pour la première fois depuis des années, je me sentais libre, libre de l'obligation d'être parfaite, invisible, commode. Mais la douleur était toujours là, cachée mais présente. La douleur de savoir que mon fils m'avait choisi, moi et cette femme. La douleur de savoir qu'il préférait son approbation à l'amour que je lui avais toujours donné. Et c'est cette douleur qui m'a fait décider. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas les laisser me traiter ainsi et rester impuni. C'est un samedi après-midi, 3 semaines après cette humiliation, que tout a vraiment commencé à changer. J'étais chez Sophie, en train de prendre un café quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Allô, Madame Beaumont ?» Une voix masculine, jeune, étendue. « Oui, qui est à l'appareil ?»« C'est Julien. Julien Leclerc, l'ami de Lucien. » Mon cœur s'est emballé. Julien, je le connaissais depuis qu'il avait 10 ans. C'était le meilleur ami de mon fils depuis l'enfance. « Bonjour, mon grand. Comment vas-tu ? Je dois vous parler en personne. C'est important, très important. » Sa voix était étrange, inquiète. « Bien sûr. Où veux-tu qu'on se voie ? Au café près de chez vous à 6 heures. » Quand j'ai raccroché, Sophie m'a demandé qui c'était. Je lui ai raconté. Elle a froncé les sourcils. « Geneviève, pourquoi l'ami de Lucien veut te parler en secret ?» J'ai haussé les épaules, mais mon cœur battait la chamade.
Quelque chose me disait que cette conversation allait tout changer. Quand je suis arrivé au café, Julien était déjà là, assis à une table dans un coin, regardant par la fenêtre, tripotant nerveusement son téléphone. Il s'est levé quand il m'a vu, est venu vers moi et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin, sincère. « Madame Beaumont, merci d'être venue. Nous nous sommes assis. J'ai commandé un café au lait. » Il avait déjà le sien, mais n'y avait pas touché. Il regardait sa tasse comme s'il y cherchait du courage. « Julien, que se passe-t-il? Tu vas bien ?» Il a respiré profondément et m'a regardé dans les yeux. « Madame Beaumont, j'ai rompu mon amitié avec Lucien. J'ai senti mon estomac se serrer. »« Rompu? Pourquoi? » »« Parce que je ne peux plus le regarder en face. Je ne peux plus faire comme si tout allait bien. Pas après ce que j'ai vu et entendu. » Il s'est frotté le visage avec les mains, visiblement perturbé. « Madame Beaumont, je sais que ce n'est pas mes affaires. Je sais que c'est sa vie, mais je ne peux plus me taire. Vous avez toujours été bonne avec moi. Vous m'avez toujours traité comme un fils, et je ne peux pas les laisser vous faire ça sans que vous le sachiez. » « Faire quoi, Julien? De quoi parles-tu? » Il a pris son téléphone, a fait défiler et a tourné l'écran vers moi. « Lisez ça, Madame Beaumont. » J'ai lu, et à chaque mot, mon sang se glaçait. La conversation continuait. Il y avait plus. Julien m'a fait écouter un enregistrement, la voix d'Élise. Je l'ai reconnue immédiatement. « Lucien, mon amour, il faut régler ça rapidement. Tant que ta mère est en vie, on ne pourra pas vendre les appartements et on a besoin de cet argent. Vraiment besoin. » La voix de Lucien répondait « Je sais, Élise, mais que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas la forcer à vendre. » « Non, mais tu peux lui faire signer une procuration, ou mieux encore, on peut la faire déclarer incapable. » « Incapable? Comment ça? Elle vit seule. Elle est âgée. On peut dire qu'elle n'a plus toute sa tête. Je connais un médecin qui peut faire un certificat. C'est facile. Ensuite, on prend la tutelle, et on fait ce qu'on veut avec les biens. » J'étais paralysé. Julien m'a expliqué qu'il avait tout enregistré par hasard 2 semaines plus tôt. Il complotait pour me voler. Je suis rentré chez moi en état de choc, mais avec une clarté nouvelle. Ce n'était pas seulement du rejet, c'était un plan. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes documents. J'ai tout sorti. Les actes des 3 appartements que nous avions achetés pendant 30 ans de mariage, les actions, l'assurance vie et surtout l'acte de donation avec réserve d'usufruit que j'avais fait pour Lucien. Mon cœur s'est accéléré. Donation avec réserve d'usufruit. J'avais donné 2 appartements à mon fils 5 ans plus tôt, lors de son mariage, mais avec une clause. Il devait m'apporter un soutien digne jusqu'à la fin de mes jours. S'il ne respectait pas cette clause, je pouvais révoquer la donation. J'ai appelé maître Vincent Leclerc, l'avocat qui s'occupait des affaires de mon mari depuis 20 ans. Il est venu le lendemain. Après une enquête approfondie, il a découvert que Lucien avait utilisé un des appartements comme garantie pour un emprunt de 400 000 € afin de rénover son nouvel appartement. C'était une fraude. Élise avait des dettes importantes en carte de crédit. J'ai décidé de révoquer la donation. La procédure a été lancée. La notification a été délivrée par huissier chez mon fils. À l'audience, j'ai présenté toutes les preuves. Photos des serviettes jetées, capture d'écran, enregistrement audio, extrait bancaire, certificat médical prouvant ma pleine capacité mentale. Le juge a tranché en ma faveur. La donation a été révoquée. Les appartements sont revenus à mon nom. Le prêt est devenu immédiatement exigible. Les mois suivants, j'ai vu de loin leur vie s'effondrer. Élise est partie. Lucien a tout perdu. 6 mois plus tard, il est venu chez moi, désespéré, me demandant pardon en pleurant. Je lui ai pardonné, mais je ne l'ai pas repris. J'ai gardé ma dignité. Aujourd'hui, je vis sereine. Je suis heureuse avec un homme qui me respecte. J'ai compris ma valeur. Je m'appelle Geneviève Beaumont. J'ai 63 ans. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se respecter, et pour montrer à ceux qui nous ont sous-estimés qu'ils ont commis la plus grande erreur de leur vie.